Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous avec votre magazine économique. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur un secteur d'activité qui emploie un peu plus de 800 000 personnes en France. Je veux bien évidemment parler des commerciaux et pour nous faire découvrir les nombreuses facettes de ce métier, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités sur ce plateau. Tout d'abord Hervé Houdbine, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes président de l'Association des dirigeants commerciaux de France à Angers. J'accueille également Béatrice Renard, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable des formations commerciales supérieures à la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire. Et puis dans cette émission, c'est une tradition, nous donnons également la parole aux entreprises. Pour parler du développement commercial numérique, je reçois Grégoire Lockhart, vous êtes dirigeant d'Anima & Co. Et François Leroy, directeur commercial de Process System, avec qui nous parlerons du commerce à l'international. Hervé, on va démarrer, si vous le voulez bien, avec quelques mots de présentation sur les DCF à Angers, avec une particularité, c'est une association qui va fêter son 84e anniversaire, c'est-à-dire que c'est quasiment la plus ancienne de France. Seuls les Parisiens ont fait mieux. Vous êtes bien renseigné, c'est exactement ça. 84 ans pour les DCF d'Angers. Les DCF, en quelques mots, c'est donc une association nationale constituée d'un peu plus de 2500 membres. Chef d'entreprise et directeurs commerciaux ou marketing. Cette asso se décline en région, puis sur les départements. Et donc sur le département du Maine-et-Loire, nous sommes une cinquantaine de membres, avec un peu plus de 60% de chefs d'entreprise de tous horizons, tous secteurs d'activité. Le but, c'est d'échanger, de partager vos expériences, c'est ça? Alors, c'est bien sûr de partager les bonnes pratiques, mais c'est avant tout de promouvoir la fonction commerciale sur tout le territoire. Alors, il y a les jeunes et les moins jeunes, puisqu'il y a un club de jeunes dirigeants commerciaux. Hein. Tout à fait. On a ce qu'on appelle une section junior avec des jeunes de moins de 30 ans en activité, soit sur des fonctions d'encadrement commercial, soit en direction d'entreprise. Bon. Je parlais de ce chiffre-là. On estime qu'il y a environ 800 000 personnes qui travaillent en France dans ce secteur d'activité. On n'a pas véritablement de chiffre très précis en Maine-et-Loire. Par contre, il y a un indicateur, c'est que depuis de très nombreuses années, ce secteur est en déficit puisqu'il recrute très régulièrement. On parle de dizaines de milliers de postes à pourvoir. Tout à fait. C'est un secteur sur lequel on a énormément de mal à recruter depuis plusieurs dizaines d'années. Béatrice pourra en parler, mais l'origine des formations commerciales montées par les CCI, c'est ce déficit. À l'époque, ça ne s'appelait pas Négovantis, mais les IFV, les instituts de force de vente. Et malgré tout, malgré les nombreuses formations commerciales qui ont été mises en place, il y a un déficit important sur ces emplois. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'image? Il y a clairement un problème d'image. Dans le cadre d'un certain nombre de manifestations, rencontres les étudiants, on a tous les ans ce qu'on appelle le CNC, le concours national de la commercialisation, où on fait plancher donc, pendant 4 heures sur un cas marketing des étudiants allant du bac plus 2 au bac plus 5. Et clairement, les jeunes aujourd'hui sont plus attirés par des fonctions de marketing ou de finance que par des fonctions commerciales. C'est un métier dur qui ne jouit pas forcément d'une réputation. Il y a une émission... il y a des clichés. Il y a des clichés, il y a des émissions qui caricaturent un petit peu aussi la fonction commerciale. Bon, voilà, c'est très difficile. Bon, on va la remettre en perspective ici sur ce plateau d'Angers Télé. Béatrice Renard, alors on parlait de ces jeunes qui ont parfois du mal à frapper à la porte de la CCI pour se former. C'est un phénomène que vous constatez ? Oui, ou est-ce que les choses s'améliorent quand même un peu parce que vous faites un travail de fond? Disons qu'on a toujours beaucoup de demandes des formations, puisque nous, on représente les formations qui vont du CAP au Bac plus 3 dans les formations vente et commerce. Et il est vrai qu'au départ, on a énormément de demandes et au final, on se rend compte qu'en termes de compétences exigées par les entreprises, la réponse des jeunes est de plus en plus limitée, c'est vrai. Vous comprenez bien qu'il puisse y avoir des interrogations en se demandant pourquoi un secteur qui recrute autant ne suscite pas si peu de vocations ou pas assez de vocations. Je pense que s'il y a une notion d'exigence aussi des entreprises par rapport justement à cette image de commercial et beaucoup de jeunes ont cette image de commercial qui finalement nous on essaye de redonner avec une vraie notion de conseil auprès du client, d'analyse des besoins qu'ils n'avaient pas au départ.
Bon. Avec des profils un peu particuliers, François, vous êtes désormais responsable commercial pour une entreprise dont on va reparler. On va parler de ce que vous faites à l'international avec des marchés que vous essayez d'aller grappiller jusqu'en Chine et en Russie. Mais au départ, vous êtes d'abord un technicien, vous, hein. Oui, moi, ma formation d'origine, c'est le génie des procédés, c'est le cœur de métier de la société, Process System. On fait des installations de traitement de gaz et de valorisation d'énergie pour l'industrie du gaz et du pétrole. Et le métier, le cœur du métier, c'est le génie des procédés. Donc je suis ingénieur génie des procédés et je suis arrivé à la fonction commerciale, d'abord ingénieur commercial et maintenant directeur commercial, un peu par la force des choses, car c'est le passage obligé pour le développement d'une société, d'une PME comme la nôtre. Quand on évolue comme ça, on se forme pour cela? Alors j'ai reçu quelques formations, mais c'est surtout des formations de terrain avec les clients. Maintenant, il y a certains domaines comme les incoterms ou des choses qui sont vraiment spécifiques au commerce international qui ont nécessité des formations. Mais une des meilleures des formations, c'est quand même celle du terrain. Bon. Ce qu'on a bien compris à travers votre témoignage, c'est qu'il faut parfaitement connaître son produit pour bien le vendre. Je suppose que c'est la même chose dans le numérique. Alors nous, on a un métier qui est un tout petit peu différent, c'est que on sait ce qu'on a fait hier et avant-hier, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Donc on a des procédés de développement qui sont hyper courts. Et puis on est en évolution et en innovation perpétuelle. Maintenant, il y a des choses qui sont fondamentales, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute du client. Ensuite, on est à l'écoute du client et après, on écoute le client. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, enfin moi, c'est ce qu'on m'a expliqué. J'ai une formation de gestionnaire parce que faire commercial, c'était mal vu chez moi. Alors je voulais faire commerce et informaticien. Et on m'a demandé de faire finance et logisticien, donc ce qui sont deux métiers complètement différents. Maintenant, je fais du commerce et de l'informaticien. Et effectivement, on m'a dit écoute les clients, et puis développe derrière ce qu'il est nécessaire de faire. Donc on est surtout et avant tout dans le numérique, dans des processus d'écoute. Bon, on va revenir sur ce qui s'est passé avec vous, Hervé. C'était le 4 juin dernier. C'était dans le cadre de la semaine de la performance commerciale. Il y avait une soirée organisée d'ailleurs dans les locaux de la CCI au centre Pierre Cointreau. Et vous aviez notamment invité à cette soirée un grand témoin, Bertrand Barré. Je voudrais qu'on en dise quelques mots parce que c'est quelqu'un qui vous a apporté une vision ou en tout cas qui a permis de faire une mise en perspective sur, j'allais dire, vos pratiques au quotidien. Oui, quand on a cherché donc un conférencier, évidemment, il fallait à la fois coller à la thématique qui était l'innovation et puis au commerce, puisque c'est évidemment la raison d'être de cette soirée. Et moi, j'avais rencontré Bertrand Barré sur le Congrès national à Biarritz l'année dernière, et son approche de la connaissance du marché et du marketing nous avait un petit peu chahuté ou nous avait séduit. Et ça rejoint tout à fait les propos de Grégoire, puisqu'il nous disait jeudi qu'il faut d'abord partir du client, du marché, et que les forces commerciales doivent être les premiers opérateurs finalement du marketing. Eh bien, on va l'écouter nous aussi, puisque moi j'ai eu le plaisir de le rencontrer et de l'interviewer avec cette question. Ce métier de commercial est-il face à une évolution, une révolution? Voici sa réponse et il y a des choses que vous avez évoquées qu'on va d'ailleurs retrouver dans ce témoignage. Une évolution qui se fait non seulement sur les pratiques mais sur les outils. Donc le message c'est qu'en fait le commerce est au centre de l'innovation, au centre du retournement et des entreprises et de la profonde volonté de tous les entrepreneurs d'innover. Et l'innovation, elle se fera par le commerce. Elle se fera par le commerce qui n'ira pas seulement à la conquête des marchés, mais il ira dans l'observation des marchés. Il faut vraiment que la fonction commerciale retrouve son moteur et son métier qui est observer le marché et donner les clés du marché de demain. Le meilleur ami du commercial pendant des années, ça a été son permis de conduire. Le meilleur ami du commercial aujourd'hui, c'est le numérique. C'est son ordinateur, ce sont les sites internet et ce sont toutes les techniques d'observation. On est dans un monde où il ne faut plus questionner le client, il faut l'observer. Et les réponses sont, ou tout au moins les enseignements, sont souvent très différents entre l'observation et la question. Hervé, on a parfois des a priori ou des concepts tout faits dans la tête en se disant finalement le métier de commercial c'est assez simple, il faut aller voir un client, il suffit simplement de le convaincre. Ce que vous nous dites, ce que vous avez commencé à nous dire les uns et les autres sur ce plateau, et ce que nous dit Bertrand Barré, c'est que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué. Je pense que l'information, il y a encore quelques années, quelques dizaines d'années, était détenue uniquement par le commercial, soit dans sa tête, soit sur des fiches. Aujourd'hui, elle est partagée dans l'entreprise grâce au numérique, grâce à l'informatique.
elle est analysée et l'offre est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus précise quand elle est proposée au client. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de commercial a énormément évolué. Énormément. Qu'est-ce que ça veut dire observer le client? C'est-à-dire essayer d'être le plus en phase avec ses attentes, tout simplement? C'est comme ça que vous le concevez, Grégoire? Alors, observer le client, ça veut dire, avant tout, c'est l'écouter. Alors, moi, quand je recrute un commercial, je leur demande d'avoir de l'entre-gens. Alors, c'est une vieille formule pour expliquer qu'effectivement, ils ne doivent pas vendre quelque chose. Le client, il sait déjà ce qu'il veut acheter. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas conçu, peut-être qu'on ne l'a pas encore imaginé, mais il sait déjà qu'il a un besoin. En tout cas, s'il n'a pas de besoin, il ne va pas acheter. Et s'il a un besoin, il sera prêt à acheter. Donc, le rôle du commercial, c'est d'abord et avant tout de détecter les besoins, c'est de questionner le client. Donc quand le client dit quelque chose, il ne faut jamais lui dire qu'il a raison ou tort, il faut lui demander pourquoi il dit ça, creuser les besoins, donc être sympathique, être à l'écoute. Et les clients, ils adorent parler. Une fois que vous l'avez fait parler, en fait, il va vous donner les clés de ce qu'il est prêt à acheter. C'est comme les journalistes, finalement. Voilà. C'est un peu la même chose. Puis, voilà. François, plaisanterie mise à part, est-ce que cette recette-là est la même quand on fonctionne à l'international avec des clients qui alors ne parlent pas toujours la même langue que vous, même si la plupart du temps ça se passe en anglais, bien évidemment. C'est le même mode opératoire? Alors, il y a l'écoute du client et également l'écoute de la différence culturelle. Parce qu'on travaille notamment Process System beaucoup en Afrique. Et la différence culturelle est aussi très importante. Il faut comprendre le client. C'est vrai qu'amener aujourd'hui dans l'écoute client un différenciateur technique, c'est-à-dire une solution un peu différente par rapport à celle de ses concurrents, c'est important. Mais pour ça, il faut effectivement écouter le besoin du client, bien le comprendre et comprendre aussi les différentes philosophies d'exploitation dans les pays qui sont forcément un peu différentes de celles qu'on voit en France. Bon, on va découvrir votre entreprise dans quelques instants. Hervé, au cours de cette soirée, on va le voir en images, vous avez remis des prix à un certain nombre d'entreprises. Certaines sont représentées sur notre plateau. Alors, il y avait 4 catégories. On en a choisi 2 pour cette émission. C'était important de montrer justement ce dynamisme des entreprises du bassin angevin. Parce que c'est vrai que parfois, nous autres, les journalistes, on se focalise sur ce qui va mal ou un peu moins bien, mais on oublie de parler des belles histoires. Oui, quand on a... Alors, la SNPC existe depuis 18 ans, au niveau national, tous les 2 ans, ça a lieu tous les 2 ans, et en l'occurrence, Angers l'organisait pour la première fois. Donc, quand au mois d'octobre, on a créé... C'est la semaine de promotion du commerce. C'est ça, oui. Quand on a créé la commission qui allait organiser cet événement, effectivement, la première inquiétude que l'on a eue, c'est d'identifier des entreprises qu'on pouvait mettre sur le devant de la scène. Sachant qu'on a pris le parti dès le départ d'avoir une majorité d'entreprises qu'on ne rencontre pas au quotidien dans les médias, même s'il y en a certaines qui étaient plus présentes. Et donc, voilà, on s'est donné cette contrainte et on a été très agréablement surpris de découvrir de vraies pépites, notamment sur l'international, parce que effectivement, les médias nous disent très souvent que les Français ne sont pas forcément bons à l'international, et on a vraiment vu de très très belles entreprises. Alors, l'entreprise Process System que vous représentez était finaliste dans cette catégorie. On va rappeler le nom du vainqueur quand même. Oui, la société Stif, dont le dirigeant est Monsieur Burgos. Voilà. Mais quand même, Process System faisait partie des nominés. Il y avait trois finalistes, trois finalistes qui restaient en lice jeudi dernier. On va découvrir cette entreprise en images, puisque vous aviez fait réaliser pour cette soirée une série de reportages, des reportages qui ont été réalisés par Film de Vous. Et on démarre donc avec Process System. Process System est une société d'ingénierie spécialisée dans le traitement du gaz et du pétrole. Aujourd'hui, nous réalisons un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros pour un effectif d'une vingtaine de personnes. Nous sommes intégrés au groupe CMI depuis 1991, qui réalise un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros pour 250 personnes. Nous réalisons près de 80% de notre chiffre d'affaires à l'export pour une douzaine de pays. En 2014, nous avons ouvert une filiale de droit algérien qui réalise à ce jour 80 millions de dinars de chiffre d'affaires, représentant à peu près 750 000 euros pour son deuxième exercice. Nous avons 6 domaines d'activité
couvrant le traitement du brut, le traitement du gaz naturel, principalement de la déshydratation et de la désulfuration, le conditionnement de gaz pour les centrales électriques de turbines gaz. Ensuite, nous avons un département de transfert thermique et 2 départements liés au comptage transactionnel de gaz et d'hydrocarbures. Ensuite, pour la partie réalisation, nos équipes d'ingénieurs ont principalement 3 compétences: génie des procédés, instrumentation, automatisme, ainsi que génie mécanique et dessin industriel. Nous commençons depuis l'ingénierie de base, avec des logiciels métiers, mais également un retour d'expérience basé sur un retour de plus de 30 années. Notre activité couvre également les services liés au suivi de la production de nos installations, qui sont réalisés dans des outils de production principalement de sociétés du groupe, en France ou en Pologne. Donc les perspectives de l'entreprise à ce jour, c'est de continuer notre développement par l'installation de filiales à l'étranger. La deuxième chose, c'est de fidéliser nos partenariats avec des agents locaux qui contribuent au développement de l'entreprise et à l'assistance de notre réseau commercial. Le troisième point, c'est d'essayer de démarcher dans les zones que nous avons ciblées, à savoir la Russie ou la Chine, où après des participations au salon russe il y a 2 ans et Chine cette année, nous espérons commencer à signer les premiers contrats d'ici 2 à 3 ans. Bon, on a fait plus ample connaissance avec votre entreprise. Une entreprise ambitieuse, hein, puisque vous vous attaquez, si je puis dire, au marché chinois, au marché russe. On dit souvent qu'il faut éviter de tout attaquer de front, justement, et qu'il faut cibler sa clientèle. C'est comme ça que vous procédez? Alors c'est effectivement comme ça qu'on procède. Le marché à l'origine pour nous était un marché européen et africain. Et on est très implanté en Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, également en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Gabon, Congo. En fait, notre gros client était pendant très longtemps Elf. Aujourd'hui, je pense qu'on est bien implanté dans ces pays-là, en Afrique et en Europe. Et donc, on essaye de diversifier les pays, notamment en attaquant la Russie et la Chine, sachant qu'on vient d'ouvrir un outil de production en Chine. Donc, on a un outil de production à Saint-Sylvain d'Anjou, un autre en Pologne, et maintenant un nouveau en Chine, à Qingdao exactement, où on a des ambitions importantes pour le groupe en général. Quand on arrive sur un marché, alors on va prendre le cas concret du marché chinois, bien évidemment, on se fait sans doute un peu accompagner et on s'informe pour connaître les habitudes commerciales, parce que là, il y a une différence culturelle également. Effectivement, j'étais au salon donc, avec Monsieur Tubeuf qu'on voit sur le reportage donc en Chine maintenant il y a 1 mois et demi. Alors, on a la chance en fait d'avoir ouvert une usine donc en Chine. Donc, on a déjà des ingénieurs et donc vous connaissez un peu mieux l'environnement, des partenaires chinois. Donc, on n'est pas arrivé en terrain complètement vierge. Maintenant, la différence culturelle, notamment dans nos domaines, est vraiment très importante en Chine. Voilà, je pense que ça va être quelque chose à intégrer pour vraiment réussir sur le marché chinois. Bon, on vous souhaite bon courage parce qu'effectivement, c'est un challenge compliqué à relever, mais on vous fait confiance. Est-ce qu'il y a une sensibilisation, Béatrice Rouanard, pour vos étudiants, pour vos élèves, quand vous les accueillez, pour leur expliquer qu'il y a ces possibilités-là, bien évidemment, et est-ce qu'on spécialise certaines formations pour que les gens soient des spécialistes du commerce à l'international? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Il existe différentes formations au commerce à l'international et dans les autres formations, il existe des modules en fait spécifiques au code culturel, à l'appréhension en fait des codes culturels de certains pays en fait, et on les sensibilise. Il y a également de manière pédagogique, on a des formateurs qui sont dans des formations supérieures bilingues, qui peuvent parler plusieurs langues, et donc c'est de cette manière-là qu'on peut les sensibiliser. Et évidemment, on a des formations spécifiques au commerce international avec tout ce que ça comprend par rapport aux spécificités de l'externalisation de l'activité d'une entreprise. Et ce qui vous arrive également d'aller puiser dans les expériences. Là, on a un cas concret sur notre plateau avec l'entreprise Process System qui peut faire partager tout ce qu'elle a vécu là-bas. Alors c'est très important pour nous de justement faire partager l'expérience d'entreprise avec des témoignages. Donc on a des intervenants qui viennent régulièrement témoigner de leur expérience à l'international. De leurs difficultés aussi, hein, parce que, bien sûr.
et de toutes C'est les loin étapes. d'être un long fleuve tranquille. Oui, 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 complètement. Et également, on a des modules sur, l'externalisation de projets avec un cas concret d'entreprise et une aide que peuvent apporter les jeunes à l'accompagnement de cette entreprise à l'étranger. Hervé Houdbin, on a là quelque chose de très intéressant, d'avoir une entreprise de proximité, hein, Saint-Barthélemy-d'Anjou, qui a déjà un pied en Pologne, qui a un autre pied en Chine, et puis qui, on le souhaite, va continuer à s'exporter, à se développer dans d'autres pays comme la Russie. Là, il y a, j'allais dire un gisement, mais ça fait référence à votre activité, il y a un gisement d'emploi, il y a un gisement de compétences, parce qu'il y a plein de marchés émergents. Là, on parle de la Chine, on parle de la Russie, on pourrait parler de l'Inde. Il va falloir des gens compétents pour aller vendre le savoir-faire ou les productions des entreprises françaises dans ces pays-là. Oui, on reboucle avec le point qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, je pense qu'une des bonnes méthodes, enfin c'est aussi celle que je pratique, c'est d'accompagner des gens de profil technique vers des formations commerciales. On évoquait l'image du commercial, c'est le cas de Process System, c'est le cas d'un certain nombre d'entreprises, parce qu'aujourd'hui, l'image du commercial, de sa valise, du téléphone et du permis de conduire, je pense qu'elle est largement dépassée. Et je pense qu'une des bonnes solutions, nous on la pratique depuis une vingtaine d'années, hein, j'ai une quinzaine de commerciaux, on fait appel notamment à la CCI ou à d'autres organismes, pour faire, alors je dis toujours pour faire monter des techniciens vers le commercial. Donc on leur propose ça comme une promotion. Vous leur proposez ça comme une promotion. Alors, il y avait tout ce qui concernait le commerce à l'international, donc on l'a vu avec Process System, et puis il y avait une autre catégorie, 4 catégories, je le rappelle, il y avait l'innovation numérique. On parle beaucoup de numérique, ça concerne aussi votre secteur d'activité. Oui, alors moi je suis en plein dedans, donc on a parfois tendance à confondre le web et le numérique. Le numérique traite tout ce qui est lié au système d'information, avec des déclinaisons notamment sur le web. Et donc il y avait une catégorie qui traitait de l'innovation numérique, qui a été brillamment remportée donc, par la société Anima & Co. Là aussi, il nous fallait trouver des entreprises dont ce n'était pas nécessairement le cœur de métier, hein, donc un peu détachées des métiers de l'informatique, mais qui utilisaient les technologies liées au numérique pour promouvoir leur activité et attaquer des marchés différemment. Bon, eh ben on va voir son image avec vous, et puis on en reparlera ensuite, Grégoire, avec votre entreprise donc, qui s'appelle Anima & Co, et avec ce reportage réalisé, là encore une fois, par Film de vous. Bonjour, je suis Grégoire Lockhart, je suis président de la société Anima & Co, qui est une société qui a été créée au début des années 2000 et que j'ai repris en 2014. Anima & Co est une agence événementielle spécialiste de la location de bornes de jeux et de bornes interactives. C'est-à-dire que nous mettons à disposition des magasins, à disposition des entreprises à réseau, un parc de bornes qui permettent de générer du trafic, d'animer son magasin pour faire venir les gens, les faire jouer et les faire revenir. Anima & Co est une entreprise qui est reconnue pour 3 savoir-faire. Le premier, c'est la conception de jeux sur mesure pour générer du trafic en point de vente. Le deuxième savoir-faire, c'est toute la création graphique, c'est-à-dire que nous allons concevoir la création graphique, nous allons imprimer en interne et nous allons imprimer les habillages de bord, nous allons imprimer aussi les cartes de jeu en mettant des codes barres pour que les joueurs qui jouent sur les bornes soient identifiés et puissent venir jouer et revenir jouer. Et le troisième savoir-faire tourne autour de la mécanique de jeu, c'est-à-dire que nous éditons et nous avons conçu tous les logiciels qui permettent de faire les jeux Bandit Manchot, Roue de la Fortune et Jackpot classique. Aujourd'hui, l'environnement magasin est un environnement chahuté et concurrencé par le web. Donc Anima & Co se positionne vis-à-vis de ses clients plus pour humaniser le web que virtualiser le commerce. Le développement futur d'Anima & Co va reposer sur 3 produits qui sont à la croisée des chemins entre la borne de jeu et les outils d'aide à la vente. Le premier s'appelle le Matchmaker. C'est un outil qui permet au client de trouver son produit dans le magasin, basé sur une borne tactile. Le deuxième produit fort, c'est ce qu'on appelle le Rapid Case ou le Bypass. L'idée est que pour que les clients viennent en magasin, il faut qu'ils prennent rendez-vous, il faut être reçu en service VIP. Le troisième produit sur lequel repose notre développement est le Digital In-Store.
C'est un concept qui est aujourd'hui beaucoup demandé par nos clients. Donc nos clients principaux qui sont Intermarché, Leclerc, Ikea, Gamme Vert, mais aussi bien des magasins uniques et des points de vente qui vont avoir une ouverture ou un anniversaire ou un temps fort. Nous développons ces 3 nouveaux produits en nous basant sur nos savoir-faire et les critères de choix principaux de nos clients, que sont la robustesse, la simplicité, puisque nous livrons tout clé en main, prêt à l'emploi, et la fiabilité de nos solutions. Bon, Grégoire, je vais reprendre. Alors ça tombe bien parce qu'on est tout proche des épreuves du baccalauréat. Ça aurait fait un bon sujet de philosophie. Il faut humaniser le web plutôt que de virtualiser le commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps, on a opposé le web au commerce en disant tout va basculer dans le tout numérique. Et en fait, on est humain, donc on a besoin d'être connecté. Donc je sais qu'on est à Angers, dans la cité des objets connectés. Nous, on parle de vivre dans un monde où les humains seront connectés, parce que c'est assez facile de faire réagir via Internet des choses ou faire réagir 2 objets. Et nous, notre métier, il est d'utiliser ou de développer des solutions qui font réagir des humains. Alors réagir pour qu'ils achètent, parce que c'est un peu ça notre savoir-faire. Et donc on est dans un monde où finalement ça part de l'humain. On est sur des techniques commerciales hyper traditionnelles. Quand on dit, tiens, je vais monter un magasin, il faut que je sois bien placé. Donc j'ai l'emplacement. Sur le web, c'est la même chose. Si jamais vous créez un site web et qu'il n'y a personne qui vient le voir, en fait, il ne se passe rien. Si vous ne mettez pas à jour votre vitrine dans votre magasin, les gens se lassent. Si vous ne mettez pas à jour votre site web, les gens sur Internet se lassent aussi. Donc ça, c'est les mécaniques traditionnelles. Après, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur Internet, on a des cookies dans tous les sens qui se souviennent de qui vous êtes, de là où vous avez cliqué. Et donc, quand vous revenez sur un site, on a l'impression d'être accueilli un peu différemment. Or, si vous allez sur Internet et que vous surfez sur un site web, et qu'ensuite vous allez dans le magasin, en fait, le vendeur ne vous connaît pas, il doit vous découvrir. C'est la phase de découverte qui est chère à tous les commerciaux et en fait qui fatigue les clients. J'ai déjà été sur ton site web et là, tu me redemandes de me découvrir. Non, je l'ai déjà fait 2 fois. Et donc, nous, notre savoir-faire, il est de faciliter cette transition et de travailler sur de l'omnicanal. Ce qui est un vrai challenge d'ailleurs pour les futurs commerciaux. Alors, cet omnicanal. Il y a eu cette arrivée du web qui a bousculé beaucoup de secteurs d'activité. Le secteur commercial n'a pas échappé à cette évolution ou à cette révolution. Qu'est-ce que ça change fondamentalement, le fait qu'il y ait maintenant à disposition des millions et des millions de sites internet, des commandes qui peuvent se faire en ligne et des hommes et des femmes qui doivent s'adapter, des professionnels qui doivent s'adapter à cette nouvelle donne? Oui, c'est vrai que l'offre est accessible de manière beaucoup plus large. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'image du vendeur, vendeur de prix, même si on l'a toujours combattu, elle tombe naturellement. Aujourd'hui, le commercial va être là pour conseiller son client. Parce qu'il a déjà la connaissance des produits, il a la connaissance des produits, la connaissance des besoins également. Ça conforte aussi les choix qu'on a pu faire ou que Process System a pu faire dans le choix de techniciens, de gens qui maîtrisent bien la techno ou l'offre dont ils font la promotion et qui vont appuyer par le présentiel l'acte de commerce. Le web étant là pour promouvoir, parfois vendre, mais surtout pour promouvoir, je pense. Surtout pour promouvoir. Comment ça se passe avec les gens qui sont accueillis en formation à la CCI? Bien évidemment, le web, c'est un élément incontournable. Complètement. Là encore, comment on forme, comment on sensibilise? Alors, comment on forme? On les forme déjà à l'outil, c'est-à-dire qu'ils doivent déjà utiliser l'outil Internet et comprendre la notion de veille, notamment concurrentielle, via le web. En clair, on regarde un peu ce que font les concurrents, quoi. Voilà, on leur demande de faire systématiquement une étude de marché sur lequel ils sont, puisque je rappelle que nos étudiants sont des apprentis essentiellement, qui sont en alternance et qui sont donc qui ont déjà un pied dans l'entreprise. Donc dans
Voilà. la réalité, Dans la du réalité. monde du travail. Donc l'idée, c'est déjà de maîtriser l'environnement dans lequel ils sont et dans lequel ils vont évoluer. Ensuite, on a des outils aussi pédagogiques, nous, qu'on utilise, puisque l'alternance est là. L'idée, c'est aussi de rester en contact pendant l'alternance avec ces jeunes et d'utiliser notre propre site internet pour échanger. Donc c'est aussi une méthode, c'est aussi un outil pédagogique pour nous, le web. Et puis on les informe surtout, et je reviens sur l'aspect client, que le client va être beaucoup plus informé qu'il ne l'était il y a quelques années par le web, parce qu'il va d'abord aller chercher l'information, puis après aller chercher un prix, je dirais, et son produit à l'entreprise. Donc on les aide aussi à avoir une technique particulière par rapport à cette approche. On aura, Hervé Houdbin, toujours besoin de commerciaux quand même, qui seront en direct avec le client et qui n'auront pas obligatoirement consulté un site internet. Il y a un certain nombre de négociations, de discussions qui resteront toujours dans ce cadre-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais que la grande majorité des offres, que ce soit des produits, des services qui sont commercialisés, sont associés à de la prestation de services. Je crois que je connais peu de gens qui achètent uniquement un prix. Ils achètent le service associé au prix, quel qu'il soit ce service, de manière plus ou moins importante. Et là, il faut rester dans l'humain pour pouvoir l'expliquer, donner confiance aussi, parce que l'acte d'achat passe d'abord par la confiance que l'on met dans la personne qui nous vend le produit ou la prestation. Même si le web peut le permettre, je pense que le facteur humain reste quand même très très important. Bon, il y a quelqu'un qui connaît bien ce facteur humain et que vous connaissez bien, c'est Olivier Fouché, commercial pour une entreprise qui s'appelle SoHabitat. Alors lui, effectivement, il vend des maisons. Donc pour l'instant, il y a des maisons qui peuvent s'acheter sur Internet, mais on aime bien quand même voir la réalisation concrète. C'est un portrait qu'a réalisé pour Angers Télé, Michael Joly. Alors, en traditionnel, on est à 2,50 m. C'est dans cette maison témoin qu'Olivier Fouché reçoit ses clients pour présenter ses produits, les maisons à ossature bois. Cibler au mieux les souhaits et les contraintes du client et créer une relation de confiance, ce sont pour lui les bases du métier de commercial pour réussir une vente. C'est respecter la méthode de vente, ça c'est une évidence. Et puis c'est encore une fois être à l'écoute de ses clients, apporter du service. La vente, elle est liée au service, à l'investissement du commercial avec ses clients. Ça, c'est vraiment très important. Entre préoccupations environnementales, énergétiques et la recherche d'un terrain proche des centres-villes, en 15 ans dans ce secteur, il a vu les attentes de ses clients évoluer. Et pour faire face à des acheteurs mieux informés, Olivier a dû s'adapter. Tous les ans, on est en formation, c'est obligatoire, pour évoluer effectivement avec son temps. Donc ça, c'est un point important. On apprend lors de ces formations techniques, commerciales, à appréhender les nouvelles, je dirais, les nouvelles exigences d'aujourd'hui. Et puis après, il y a aussi notre réseau, par exemple le syndicat des constructeurs de maisons individuelles, l'UMF, qui lui nous apporte aussi tout un tas d'informations. Donc ça, c'est aussi très important. Bien connaître ses produits et avoir une longueur d'avance sur les évolutions du secteur et les nouvelles normes, en plus du respect de la méthode de vente habituelle. Voilà, selon Olivier, les clés pour réussir en tant que commercial. Alors, beaucoup d'enseignements dans ce reportage. D'abord, des méthodes qui changent. Il faut s'adapter. Les clients, bien évidemment, ont changé. Donc, il faut aussi que les commerciaux s'adaptent. Et beaucoup de formations. Dans le reportage, Olivier Fouché nous dit, tous les ans, nous, on est en formation. C'est quelque chose que le grand public découvre, parce qu'on s'imagine que, finalement, au bout d'un certain temps, on a la pratique nécessaire et qu'on n'a pas besoin de renouveler, j'allais dire, son savoir-faire. Au minimum, les formations techniques. Je pense qu'Olivier l'a bien souligné. Je pense que dans tous nos métiers, les formations techniques sont importantes. Mais les formations commerciales aussi, ouais, effectivement. On apprend tous les jours dans ce métier de commercial. On gère de l'humain. Donc l'humain évolue. Oui, puis on le découvre tous les jours. C'est compliqué comme sujet. Effectivement. Béatrice Roinard, est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée des profils qui seront recherchés plus particulièrement par les entreprises dans les années qui viennent ?
On a beaucoup parlé de web, on a beaucoup parlé de techniciens très pointus qui deviennent commerciaux. Voilà. Donc en fait, je crois que les entreprises aujourd'hui recherchent beaucoup de technico-commerciales, c'est-à-dire plutôt des personnes avec une expérience et une formation technique qui, à un moment donné, va avoir besoin d'avoir une formation commerciale pour aller sur le terrain avec cette expertise technique et cette expertise commerciale auprès du client, pour justement obtenir sa confiance et faire une vraie analyse de besoin. Donc, plutôt technico-commercial. Et puis, on a toujours ces commerciaux qui l'ont dans l'âme, je dirais, qui ont envie d'avoir cette expérience commerciale et qui vont commencer par une expérience commerciale et après, je dirais, peut-être se spécialiser au bout d'un bac+2, d'un bac+3 dans un domaine d'activité. Quand vous recrutez, alors je m'adresse aux deux entreprises, là, quand vous recrutez, qu'est-ce que vous recherchez chez un commercial? Sa capacité d'écoute, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure? Oui, on recherche d'abord sa capacité d'écoute. On cherche, alors je ne sais pas si c'est technico-commercial, mais c'est en tout cas quelqu'un qui comprend le métier, pas forcément techniquement parlant, mais qui est capable de savoir si c'est réalisable ou si c'est pas réalisable. Et puis après, on cherche quelqu'un. Alors moi, j'en ai recruté une il n'y a pas longtemps, et puis j'avais un stagiaire qui lui dit, parce qu'elle téléphonait, elle faisait de la prospection téléphonique, et au bout du 30e appel, elle décroche quelqu'un, et le stagiaire lui dit « Ah bah t'arrives enfin à parler à quelqu'un ». Et elle lui dit « De toute façon, je lâche pas ». Voilà. Donc elle lui dit « À la fin, ils me parleront parce que je lâcherai pas, parce que j'ai envie de leur vendre un truc ». Et je pense que cette motivation-là, d'avoir envie de vendre quelque chose, alors on n'est pas dans de la vente court terme, on est sur des cycles de vente plutôt long terme, on veut fidéliser les clients. Mais je pense qu'à partir du moment où il y a de l'écoute et de l'envie de vendre et puis de la ténacité, je pense qu'on a 3-4 critères qui ne sont pas mauvais. Alors. François? Moi, je dirais que ce qui est important, c'est dans le recrutement, on vient de le faire récemment avec un responsable commercial Afrique, c'est la connaissance culturelle et du domaine d'activité, et ensuite des pays qui seront visités. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre du recrutement du responsable commercial Afrique. Après, la connaissance technique est aussi importante. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on n'apporte pas un produit, mais une solution. Et le mot a été utilisé tout à l'heure, à un client. Et donc, voilà, l'aspect technique est aussi important. Et quelqu'un qui a aussi envie de voyager. Voilà, on disait tout à l'heure... vous, c'est quasiment obligatoire. Voilà, on disait tout à l'heure, le meilleur ami du commercial, c'est le permis de conduire. Pour moi, c'est plutôt mon passeport. Et voilà, c'est aujourd'hui, très clairement, il y a 30 ans, la société réalisait 100% de son chiffre d'affaires en France. Aujourd'hui, c'est 90%, voire des années à 100% du chiffre d'affaires à l'export. Donc effectivement, il faut le passeport. Il faut le passeport. Plus sérieusement, Hervé Hautebine, c'est aussi un secteur d'activité, et ça, Béatrice Roinard pourra compléter pour terminer, c'est aussi un secteur d'activité où on n'hésite pas à confier des responsabilités à des gens qui démarrent leur parcours professionnel. C'est aussi une des particularités de votre secteur d'activité. J'ai l'habitude de dire à mes commerciaux, face à un client, le dirigeant que vous avez en face de vous, nous, on est en B2B et plutôt des dirigeants, doit vous considérer comme le chef d'entreprise. Ce qu'il achète, c'est la confiance qu'il va mettre en vous. Et donc, vous devez vous comporter comme un dirigeant. Ça me paraît être une évidence. Non. Béatrice Roinard, les jeunes là que vous formez, vous les suivez bien évidemment. Il y en a qui font de très belles carrières et très rapidement. Ah oui, complètement. On a même des créateurs d'entreprises qui montent eux-mêmes leur entreprise au bout de 2-3 ans après avoir terminé leur formation. Oui, on les amène à ça, vraiment. Qu'est-ce qui motive ces jeunes? C'est la volonté de créer, la volonté de créer son relever des propre challenges emploi. La passion d'un secteur d'activité et bien entendu, il ne faut pas se voiler la face aussi, l'aspect pécunier et l'aspect chiffre d'affaires aussi qui peut ramener. Et voilà. Bon, alors on va conclure très très rapidement avec Hervé Hautebine. Ce qu'on a vu là, avec ces exemples concrets, c'est qu'il y avait un vrai dynamisme de ce secteur d'activité avec des entreprises basées ici sur le territoire angevin et qui sont des belles réussites, des belles pépites et qu'il ne faut pas hésiter à valoriser. C'est clair. Cette édition qui était la première pour nous a été un succès. On a été, je le disais tout à l'heure, très très agréablement surpris de rencontrer tous ces candidats. On s'est promis de recommencer dans 2 ans, évidemment,
avec d'autres entreprises. Eh bien, on suivra ça avec attention. Merci. On fait apparaître 2 sites internet très rapidement, celui des DCF, bien évidemment, et puis celui de la CCI de Maine-et-Loire. Et sur ces 2 sites, vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations que nous avons évoquées au cours de cette émission qui est maintenant terminée. Merci à vous, merci pour votre participation, Merci. puis merci à vous également les téléspectateurs d'Angers Télé pour votre attention.